Hey salut les loups, bienvenue dans Games Tribe, la tribu des gamers. Et sans plus attendre, on perd pas de temps, on est parti sur la sortie hot de la semaine. Générique. Comment allez-vous aujourd'hui les amis? Très bien Justin, à toi? Très bien, merci. Les deux, Nico? Oh oui, ça va très bien. Tout le monde va bien, tout le monde va bien. Bon, on va pas traîner, on va y aller direct dans le front du sujet. Nico, on est parti. Nico, vas-y, on est parti. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, mon petit bonhomme? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui n'a rien à voir avec Lemmings. Je vais vous parler de Dawn of War 3. Les Minx, c'est les petits verts, pour ceux qui savent pas. Dawn of War 3, c'est les gros bleus. Alors, en gros, Dawn of War 3 sorti le 27 avril, donc tout récent. Alors, il y a eu le 1, il y a eu le 2, on a pu voir un paquet de tests actuellement sur... Eh oui, quelle surprise. On a pu voir un paquet de tests sur Internet, du bon, du moins bon, du j'adore, du je suis pas du tout fan. Mais justement, je vais donner un petit peu de nuance. Alors, Dawn of War, issu de la licence de Games Workshop, donc Warhammer 40 000, donc une licence qui a à peu près 30 ans. Donc si vous connaissez un petit peu les jeux de stratégie avec figurines. Oui. Oui. Warhammer, c'est des petits elfes et des petits nains. Bah, ça plutôt version Ils sont future. tous petits dans le Donc jeu. avec des mitrailleuses, des armures, des chars, des machins, etc. Donc version future. Alors c'est une licence qui a à peu près 30 ans, c'est une licence qui n'a pas bougé pendant à peu près 29 ans, donc elle fête son 30e anniversaire cette année. Ils ne sont pas foulés. Et cette dernière année... Ils ont pris 29 ans de vacances et puis... Pas vraiment vacances, mais en termes de progression d'univers, ça n'a pas bougé, sauf cette année où justement, nouveau Big Boss, nouvelle façon de communiquer, nouvelles idées qui arrivent, l'univers qui évolue, donc ça engendre auprès des joueurs, auprès des connaisseurs. Les joueurs étaient lassés en fait ou c'était les vieux qui avaient évolué avec l'univers, mais actuellement... Certains grincent des dents en disant « ça change, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas ». Et ce changement se ressent justement dans le jeu Dawn of War 3. Et ça se ressent aussi au niveau des commentaires des gens. D'accord. Donc, on a du positif et du négatif. On a du positif, du négatif, et justement, je vais expliquer pourquoi. Donc les vieux râleurs râlent et... les jeunes râlent aussi. Donc là, c'est quoi? Les trolls, ils n'ont pas d'âge. Ils essaient d'accrocher les joueurs les plus jeunes ou de raviver les vieux comme les moins vieux, comme les tout nouveaux, sur le même vivier. D'accord. Donc, pour rappel, Dawn of War 1. Dawn of War 1, sorti en 2004, avait, comme en 2004 et tous les jeux de stratégie à l'époque, l'avantage d'avoir de grosses armées où il fallait juste en prendre le gros paquet des armées et l'envoyer dans le camp adverse. C'est ça. Contrôle 1, on a gagné. C'est ça. Donc c'était gros amas de ressources, grosse base. Le premier qui construit un char avait gagné quoi. Le premier qui construisait beaucoup de chars avait souvent gagné. 12, quoi. Donc le but, effectivement, c'était souvent d'envoyer la grosse armée poutrer l'adversaire. Les campagnes n'étaient pas spécialement longues, pas spécialement courtes, mais basées sur une seule race. Gros changement alors dans ce nouveau-ci? Gros changement. Quoi, plus stratégique? Justement, il y a eu le 2 juste après. C'est taillé pour l'e-game, on va voir ça en compétition ou c'est quand même... On va voir. Justement, parlons d'abord du 2 avant de parler du 3. Je ferai la comparaison juste après. Moi, je préfère parler du 3, tu vois. On va parler du 3, je te rassure. Je suis venu pour ça. Donc, le 2, gros changement, sorti en 2009. Donc très peu d'unités, très peu de bâtiments, même quasi aucun. Le but c'est justement, c'est du micro. Donc c'est-à-dire on déplace une unité, on utilise des compétences, les bonnes lignes de feu, à couvert, pas à couvert, utiliser des grenades. Donc ça se rapprochait plus de Company of Heroes, sorti plus ou moins à la même époque. Donc, qui était excellent lui. Qui était excellent aussi. Excellent. Le style de jeu n'avait rien à voir avec le j'envoie du lourd plutôt à la Supreme Commander et à je gère du léger plutôt à la Company of Heroes. Et si on est entre les deux? Et là, exactement, on est pile poil entre les deux. Donc ils ont pris les bonnes idées. 6 ennemis. Mais ils ont des compétences. Donc en fait, c'est un peu des deux. Donc tu as beaucoup d'unités. Tu les fais évoluer de façon différente. Tu as des unités qui peuvent effectivement évoluer de façon différente et tu as surtout des compétences que tu peux utiliser pour pouvoir justement faire la différence entre le jeu macro, j'envoie tout d'un coup, ou alors je suis moins balèze, je fais moins d'unités, mais je gère mieux mes unités. Donc c'est le gros avantage justement du 3, c'est que ça convient autant... Et qui grince des dents en fait là-dedans? C'est plutôt les gens du premier, les gens du deuxième Un peu des deux. Parce que les gens qui préféraient le premier... Vous n'êtes jamais contents les gars, à un moment il va falloir se mettre d'accord. C'est ça le problème, c'est que... Il y a des gens qui bossent là-dedans, dur. Quand tu veux contenter tout le monde, il y a forcément des gens qui vont quand même râler. Parce que tu auras fait des choix. Multijoueur, grosse plateforme Alors multijoueur et solo. Solo, la campagne, c'est à peu près dans la même lignée, c'est-à-dire toute une série de missions. Multijoueur, on est obligé de passer par une plateforme online où on peut jouer aussi... Online. Pas de LAN quoi. Il y a moyen de jouer solo contre l'IA. Histoire de s'entraîner contre les vrais humains. S'entraîner à faire 12 chars et y aller quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça.
Donc ici, campagne solo, comme dans le premier, comme dans le deuxième, c'est pas plus long, pas plus court, mais l'avantage c'est de pouvoir jouer les 3 races. Un scénario ou c'est plutôt... Le scénario est pas trop mal foutu, la campagne a des rebondissements. Dans un jeu avec des nains et des elfes, en général, le scénario c'est là, tu as les elfes, basique, quoi. les elfes, les Eldar, entre guillemets, tu as les orques et tu as les Space Marines, les humains. Donc ça n'a pas changé, c'est les 3 races emblématiques de l'univers. Ils sont là pour tous les 3. Ils sont une bonne vieille guerre. Qui a joué, toi? Au 3, pas encore. Oh, même les mais plus vieux, les deux premiers, oui. T'avais une préférence pour l'un ou l'autre? T'as bien aimé? En fait, j'ai préféré le premier, bizarrement. D'accord. Toi, t'étais plutôt du genre à faire 12 chars et y aller? C'est ça, y aller comme un bourrin. Ouais. Au niveau du troisième, si je dois effectivement placer des avantages par rapport aux 2 autres, les unités d'élite qu'on a pu voir effectivement, donc les unités très grosses qui ont des compétences très balèzes, mais qui ne peuvent pas survivre longtemps sur le champ de bataille. Sans les petites unités ou alors Pas survivre sans les petites unités, donc il faut aussi les petites unités, donc ça mélange micro-macro comme je l'ai dit, donc il faut les 2. Autre avantage, le fait justement de pouvoir envoyer des grosses unités seules, avec une grosse quantité de ressources, on ne se tracasse pas. Et dernier avantage, le fait justement de pouvoir jouer avec les doctrines. Les doctrines, c'est des compétences qui se débloquent et que tu peux choisir dans chaque mission pour pouvoir justement donner de la personnalité à ton armée. Et ça évolue en fonction du niveau de tes unités. Donc il y a un côté leveling. Globalement, pour toi, c'est quoi? Bien? Pour moi, c'est bien parce que ça regroupe les avantages du 1 et les avantages du 2. Et si on n'a pas aimé le 1, on aimerait peut-être bien le 2. Si on n'aime pas le 2, on aimerait le 1. Donc pour moi, c'est le bon chemin entre les 2. Bah nickel, merci à toi. Voilà. Merci à vous. réussi à convaincre tous ces vieux râleurs grincheux. C'est ça. Au moins d'essayer à prix raisonnable. Eh ben merci Nico, c'est sympa d'être venu et de nous avoir parlé de ce jeu. On va peut-être essayer ou pas, on verra. Et on va enchaîner avec la séquence suivante. La séquence suivante, c'est un homme de Cro-Magnon. C'est la séquence Hermite avec mon ami Mike. Et boum, la séquence 2, on est parti. C'est prêt le jeu vidéo. Mike, tu vas nous parler de ça, mais avant ça, un petit extrait. C'est parti. Peggy 18. What the hell have you done? Oh my god! Security! Security! Hello, Morgan. Hello, Morgan. Tough day, right? Tough day, right? If I'm talking to myself, it must be. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organisms. You've seen what those creatures can do. Once testing starts, there's no going back. Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Warning. This is a station-wide emergency. If just one of those creatures gets back to Earth, we're lost. The tests, they changed you. I'm sorry. I wish there was another way. Nothing can survive. Whenever you're ready, Morgan. Pour commencer, est-ce que Half-Life, ça vous dit quelque chose? Oui, qui n'est pas au courant de Alors, ce que si vous avez aimé Half-Life, ce jeu est fait pour vous. C'est clairement dans la même trame. En gros, votre héros ou héroïne, vous pouvez choisir si vous jouez un personnage. Les développeurs du jeu ont quelque chose à voir avec Half-Life? Non, du tout. Du tout. Mais c'est des fans. Vraiment, ouais, à mon avis, c'est des fans et ils ont vraiment repris le concept. C'est déjà du une jeu. licence qui a déjà quelques années, oui. années, Half-Life, je ne sais pas quelle année on dire exactement. Mais pour Prey, je veux dire, c'est pas tout neuf aussi. Hein, non, en fait, ici, c'est un reboot parce qu'on avait parlé pendant tout un temps. Qu'est-ce qui n'est pas un reboot à notre époque? Et comme Bethesda a racheté les droits de Prey, ils ont, plutôt que de sortir le 2, ils ont refait un reboot, tout simplement. Qui n'a rien à voir avec celui d'origine. Qui n'a rien à voir. C'est ça. Donc ici, en fait, vous vous réveillez sur une station spatiale qui est en orbite autour de la Lune. Et en fait, c'est la merde sur cette station spatiale, à savoir qu'elle est envahie par une foule d'extraterrestres. D'accord. Quelle couleur? Ils sont, en fait, c'est des espèces de créatures fantomatiques noires. Qui sont très rapides,
qui sont très violentes pour certaines. Pas là pour rire. Non, c'est pas là pour rire. Le jeu est très difficile. Vraiment, au niveau des combats, le jeu on est quoi, on est plutôt dans un jeu survival horror ou... On est seul avec soi-même dans l'espace. C'est plutôt un thriller. C'est un peu claustro ou... Non, pas vraiment. On n'est pas dans du Dead Space. C'est pas un Dead Space du tout. C'est pas dans ce style-là. C'est plus un thriller en fait. Ouais. Où vous essayez de découvrir ce qui s'est réellement passé sur la station. Tu sais pourquoi tu as été là? Tu as été envoyé en mission? En fait, on joue un rat de laboratoire. Il y a des expériences sur les humains. C'est ça, c'est un singe de l'espace. On fait des expériences sur vous, sur cette station, et un jour vous vous réveillez et c'est le bordel sur la station. Donc voilà, donc au fil de l'aventure, vous allez débloquer des armes. Vous avez un système de RPG, à savoir que vous avez plusieurs compétences. Tu montes ton niveau. Ça. Vous pouvez monter des niveaux dans certaines compétences. Si tu refais le jeu, tu n'es peut-être pas bloqué dans le même. C'est-à-dire qu'en fait, justement, c'est ça qu'il y a de bien, c'est que la station en elle-même est véritablement tentaculaire. Et on peut passer par des endroits totalement différents à chaque fois qu'on y joue. Si tu pars à gauche ou à droite, il n'y a pas vraiment un niveau. Ça ne va pas être plus haut niveau du côté gauche, je vais dire, que du côté droit. Non, c'est ça. En fait, au début de l'histoire, tu peux vraiment. Tu as de la liberté. Il y a du début à la fin, en fait. Il y a vraiment la liberté de passage de choisir son chemin. Alors, il y a certaines missions, certains points de passage où il faut obligatoirement aller chercher des passes pour ouvrir telle ou telle porte. Mais pour le reste, l'exploration est véritablement libre pour le joueur. Donc c'est parfaitement jouable. C'est parfaitement jouable, surtout que voilà, il y a certaines pièces, par exemple, qui vont être bloquées par des passes ou par du hacking. Ou par des caisses. Donc c'est à savoir que quand vous débloquez vos compétences, vous pouvez choisir soit le hacking, soit votre force physique, le fait de vous soigner plus correctement, ainsi de suite. À terme, je veux dire, à la fin du jeu, est-ce que tu n'es pas un peu genre full dans toutes ces compétences? Je ne suis pas encore allé jusqu'à la fin du jeu, donc je ne saurais pas vous dire exactement, mais on trouve assez régulièrement effectivement des points de compétences. En fait, ils appellent ça des neuromodes. C'est une machine que l'on s'implante et qui permet de gagner ces fameuses capacités. Évolution génétique. Voilà, c'est ça. Point de vue des extraterrestres, ce qui est assez sympa au niveau du gameplay, c'est que certains d'entre eux ont la capacité de mimétisme. En fait, ils peuvent se transformer en objets. Mimiques. C'est ça, c'est les mimiques. Tu passes à côté d'un frigo et boum. En gros, c'est ça. On peut passer à côté d'un frigo. Bordel de merde, je vais me prendre un petit coca, ça va me faire du bien. Pas de chance, ça vous saute à la gorge. D'accord. Et c'est pas sympa. Donc voilà, mais il y a moyen de. Il y en a beaucoup dans le jeu. Il y a beaucoup de frigos qui t'attaquent. Tu te fais attaquer tout le temps par des frigos. Tout le temps. Ça va devenir parano, à se dire tiens, quel objet va me sauter dessus. C'est assez. Donc voilà, il y a moyen. Un beat. Ouais, ça prend quand même au trip. Pas de multi, c'est du pur solo. C'est du pur solo. Donc oui, ça prend effectivement au trip. Et sinon, globalement, c'est assez long au niveau. T'en as pour ton argent, je veux dire. T'as une belle durée de vie. Non, il y a une belle durée de vie. Graphiquement, et en plus, gameplay, comme le jeu est fluide, renouvelable, et rejouable, du fait des compétences, ça permet, quand on recommence la partie, de passer par d'autres endroits par lesquels on n'était pas passé. Nickel. Tu vas l'essayer, Nico? Oui, ça a l'air de... déjà, Half-Life, c'est vendeur. C'est vrai, mais voilà, tu penses que ça va cartonner? La combinaison, la clé, les expériences, les extraterrestres, c'est du Half-Life. Ça va marcher. Donc, je pense que ça aura son petit succès. Nickel, merci à toi, merci à tous, et merci d'être venus. On va continuer l'émission avec nos clients suivants, qui vont nous parler de beaucoup de choses intéressantes. Et on va les recevoir dans un instant. A tout de suite après la page de pub. Salut! I've waited 30 years for this. I still remember my last orders. The real war began. The rebellion cannot be allowed to persist. We weren't expecting special forces. That's the point, Sergeant. Impossible. Commander, what do we do now? We avenge our Emperor. Resistance. Ready.
Game Stripe, ça continue avec la rubrique Gossip, une rubrique ingrate. Et c'est Aurore qui s'y colle. Bonne chance à toi. On t'écoute. Qu'est-ce que tu nous as chopé de beau aujourd'hui? Eh bien, on va commencer par les départs. Donc, il y a Chet Falizette qui s'est barré de chez Valve. Donc, il faut savoir que c'est le scénariste de Half-Life 2, de Left 4 Dead 1 et 2 et de Portal 1 et 2. Ça va, un bon CV, quoi. Voilà, il a un bon CV. Il n'a pas fait que de la merde, quoi. Voilà, voilà. Et pourquoi il s'en va alors, lui qui a fait tant de belles choses? Parce qu'il n'était pas assez reconnu par sa société. Et les Game Natural, donc leur directeur leur a fait des promesses. Enfin, comme de quoi ils allaient être plus mis en avant par la société. Ça n'a pas été le cas. Et ils en ont eu marre. Rien du tout, quoi. Non, rien du tout. Et il s'est barré. Juste 2 mois après, Eric Walpole, qui est un de ses co-scénaristes, lui, il s'est barré par contre chez... Parce que Felipe s'est en allé. Ouais. Son pote Chep s'est barré et lui, il se casse aussi. Voilà. Ça, c'est un vrai teammate, en fait. Ça, c'est le copain que tu rêves d'avoir en multi, tu vois. Leave no man behind. Voilà. Ça, c'est ça. Ouais, ça, j'aime bien. Ouais. Et par contre, lui, il a un projet. Donc, il travaille sur Psychonaut 2 chez Starbreeze. Et Psychonaut ouais, Psychonaut 2. Donc... Je ne sais pas non plus. Mais voilà, et donc lui il s'est barré pour travailler sur ce projet-là. D'accord. Et il faut savoir que Starbreeze a quand même déjà fait Brothers Tales of Two Sons, qui a un gameplay super intéressant, et The Darkness. Donc il n'a pas fait que de la merde non plus. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de la merde qui s'en vont? Et non, mais par contre un autre départ. Et puis il y a que les bons qui s'en vont, on va se taper les restes. Ouais, franchement c'est assez déprimant. C'est assez déprimant, on va se taper les restes. Qui d'autre alors? Ouais, s'en va aussi. Genyo Takeda s'en va aussi. Sûrement un japonais. Qu'est-ce qu'il a fait de beau? Lui, là maintenant il était occupé de prendre l'intérim de chez Nintendo, mais avant ça il a travaillé... L'intérim de Nintendo? Il y a des intérims chez Nintendo? Et je vais reprendre Nintendo en intérim. Shigeru Miyamoto, il a pris donc... les deux ont repris l'intérim après la mort de Satoru Iwata. Oui. Et donc ce monsieur-là, il n'a pas fait que ça, donc il a aussi travaillé sur l'architecture hardware de la Famicom, de la NES, de différentes plutôt un technicien, quoi. Au tout début, non, plutôt ingénieur, on va dire. Parce qu'il a aussi créé le joystick sur la Nintendo 64 et l'architecture de la Wii. Donc c'est un grand monsieur qui s'en va de chez Nintendo. Et lui, il s'en va parce qu'il en a marre aussi? Non, il prend sa retraite, lui, après près de 40 ans. Fini de créer, on va un peu jouer maintenant. Mais c'est ça qu'il s'est dit, quoi. Voilà. J'ai fait 75 000 jeux et j'en ai pas encore joué un. Enfin, il va enfin finir Mario 1. Il est temps, quoi. Il était bloqué avec le petit tuyau vert, il ne savait plus descendre, c'était magique. Voilà. Bah, il s'en va, il prend sa retraite. C'est triste tout ça. Il n'y a que des bons, La prochaine fois, amène-moi des gens, tu vois, on s'en fout un peu, quoi. Et j'ai des bonnes nouvelles. C'est cool, il s'en va enfin, le gars. Des bonnes nouvelles, c'est quoi les bonnes nouvelles? Ah, l'annonce de Darksiders 3. Donc ça, on était sûr de rien. Étant donné que Darksiders... Non, pas encore, non. J'aimerais bien. Mais les vieux. Oui. Moi, je connais le 1. Le premier. Je connais le 1, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé, le premier boss, j'y arrivais pas, il fallait lancer des voitures. Et vu que tu ne sais pas changer la difficulté en cours de jeu, j'étais frustré. Puis mon frère a pris le jeu et je ne l'ai plus jamais revu. Il a adoré. Ton frère, tu veux dire? Mon frère, oui. Mon frère de combat. Mon vrai frère, oui. Mon frère de jeu. Exactement. Donc Darksiders 3, ça sort quand? Très bientôt. Donc en tout cas, il est annoncé à l'E3 avec THQ Nordic, qui était avant Nordic Games, parce qu'il faut savoir que THQ a fait Fight en 2012. Donc la licence a été rachetée par Nordic Games. Et donc on n'était pas trop sûr que ça sorte, étant donné qu'il sortait un petit peu de nulle part. Et, on l'attendait pas, Darksiders 3? Voilà, on l'attendait. Enfin, si on l'attendait, étant donné que la licence a été rachetée, mais on ne savait pas trop bien quand ni comment. Et en tout cas, il y a une bonne annonce qui est sortie, donc elle sortira en 2018. J'ai vu le trailer, ça a l'air un peu bizarre. Franchement, moi je trouve que ça a l'air de dégommer. C'est une femme, les gens contrôlent une femme. C'est peut-être plus pour vous les femmes. Une mage, Fury, qui est. Fury. C'est son nom. Elle est déjà annoncée dans Darksiders 2. Et donc l'idée sera de battre les 7 péchés capitaux et leurs serviteurs afin de récupérer. Donc là, on n'incarne même plus des 7. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Parce qu'avant, on avait guerre, on avait colère, ce genre de choses-là. Et Fury. Sauf si je me trompe, c'est peut-être la 8e, tu vois. Ah non, je pense que c'est l'histoire des 7 péchés capitaux. D'accord, elle est juste en colère, quoi. Elle va tout repéter. En fait, elle s'appelle Famine en français déjà. Il faut pas plus comme scénario, une femme en colère qui pète la gueule à tout le monde. Et qui rééquilibre les forces du bien et du mal, qui va finir par sauver le monde. Et ça va être présent à l'E3? À l'E3 du 13 au 15 juin 2017 à Los Angeles, donc c'est tout bientôt. D'accord, prenez vos abonnements, on va regarder les vidéos. On va suivre ça de très près. Autre chose à l'E3, tiens, ton combien? Oui, bien sûr, donc il y aura Bethesda qui va venir représenter The Evil Within 2. Donc Ubisoft qui sera présent avec Assassin's Creed 2017 et un nouveau South Park de Fractured Wall, donc ça je me réjouis. Ça va marcher. Sony Interactive qui vient donc avec The Last of Us Partie 2, God of War et Uncharted de la... God of War, un nouveau God of War. Un nouveau God of War et Uncharted de Last Legacy.
Activision sera présent également, donc avec des Piu-Piu, ça. Voilà, Piu-Piu. Mais pas que, il y a aussi Crash Bandicoot qui va sortir. Ah ouais, bah du un bon retour, moi je kiffe, j'adore, je suis fan. Un jeu de femme, les gars, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Méchant. Mortal Kombat, moi, tu sais bien, fatalité. C'est léché, moi. Voilà. Ouais, comme ça, toi. Un jour, tu pourras bourrer dans le mec avec la voiture, tu vois, un truc bien sanglant, ouais, peut-être. Mais... Alors, EA serait présent également, donc avec Battlefront 2 et Need for Speed. Et Square qui nous présente donc un remake de FF7, encore pour la deuxième année consécutive, Dragon Quest VI et les Gardiens de la Galaxie, donc qui vont sortir l'année prochaine et qui seront présents. Donc, tous ces stands seront présents et bien d'autres à l'E3 du 13 voilà, restez connectés pour l'E3. Ah bah voilà, t'as réussi, t'as fini, on va passer tout de suite à la suite avec mon ami Joak. C'est l'homme de sel, le Salty Boy. Alors lui il est là, il est pas là pour rire. Il est pas là pour rire et on va pas rire. Pas là pour rire. On n'est pas là pour rire. Joak, tu vas nous parler de quoi? Justin, aujourd'hui on n'est pas là pour rire, on va parler de Resident Evil 6. Bon, pas le dernier malheureusement, mais bon, voilà. Je suis là pour dégommer, donc on va pas être sympa. Alors déjà Resident Evil 6, je sais pas si toi tu connais, mais en tout cas... Moi, je connais Resident Evil, le film avec Mila Jovovich. Je me suis arrêté là. En fait non, ils ont sorti un super Resident Evil avec un beau logo pour le 6 qui fait... Le 6e ça? Oui c'est ça, oui. Il était bien ou tu vas cracher dessus? Je vais cracher dessus, il était pas bien. Il était très mauvais quoi. Voilà, c'est un film, c'est un jeu fait par Michael Bay ou quelque chose comme ça. C'est moi quand on parle de Resident Evil, je passe un peu à Fast and Furious en film, c'est un peu la même chose. On est un peu au même nombre, tu vois, on arrive au... C'est pas loin mais il n'y a pas de véhicule. À un moment il faut savoir s'arrêter. Il n'y a pas de véhicule, enfin il brûle mais t'es pas dedans. Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qui va pas? Déjà il y a le logo du 6 quoi. C'est quand même un homme girafe qui se fait pépon la calandre. Quand tu vois, c'est quand même exagéré quoi. Ah ouais. Ça a fait beaucoup de bruit. Ça a fait beaucoup de bruit sur Internet. Tout le monde est devenu fou avec ça. Il y a eu 36 adaptations du truc, donc c'était extrême. D'accord. Ouais. Déjà ça c'est super quoi. Mais bon voilà, on va à la limite c'est encore qu'esthétique. Oui, c'est pas encore le jeu. Là on n'est pas encore dans le jeu, donc tu vois déjà un petit peu. Dans le jeu c'est pire alors. Il y a une connotation un petit peu voilà. Tendance déjà que ça va pas être top quoi. Non voilà c'est ça. Alors donc Resident Evil 6 est sorti en octobre 2012 sur console. En mars 2013 sur PC. C'était PC à la base ces jeux-là? Non, mais ils l'ont sorti sur PC parce que la demande était là. Du blé à se faire. Exactement. Donc après un Resident Evil 5 vachement décevant, qui était une version un peu ensoleillée en fait. Est-ce qu'il y en a un de bien dans le tas parce que le 6 est décevant, le 5 est pas terrible? Après 3, je ne sais plus trop. En fait, j'ai perdu le fil. Dès qu'on commence à avoir une vue subjective et que ça devient action, c'est un peu voilà quoi, ça a un petit peu changé. Ils ont changé la licence, ils ont viré de bord, je sais pas comment on peut dire ça. D'accord, ils ont commencé à faire de la merde. C'est ça, oui, voilà, tout à fait. Et donc le 6 pourri. Le 6, voilà, déjà, ils ont fait un truc, c'est que, on peut dire, fan service à temps plein. Donc là, ils se sont dit, ah non, on va peut-être essayer de revenir un peu en arrière, on va essayer de rattraper les fans perdus entre le 4 et le 5. Et ça n'a pas marché? Pas terrible, quoi. C'est-à-dire que, bon, on a les protagonistes de Resident Evil 1 et 2. D'accord, ouais. Mais bon, après, on n'est pas vraiment super emballé par... le gameplay est à chier, le gameplay est à chier. Il y a juste quand même un petit point positif quand même, c'est que ce système avec les personnages des anciens Resident Evil qui reviennent fonctionne par binôme. Donc tu peux jouer en solo, c'est super multi, ou en multi local, ce qui est plutôt rare. Retenez bien ceci parce que c'est le seul avantage qu'on va trouver à ce jeu. Donc t'es pas obligé d'avoir internet pour jouer chez toi? T'es pas obligé d'avoir internet pour jouer chez toi, mais t'es obligé d'avoir un ami ou t'es obligé de te faire chier tout seul. Parce que, voilà. Avec 2 manettes, ouais. Alors, c'est ça, avec 2 manettes si t'as envie. Pas évident. J'ai essayé, c'est pas évident, ça marche pas bien. Non, avec les pieds peut-être. Non, ça marche pas bien. J'ai essayé aussi. Ouais. Non, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Surtout à Resident Evil parce que le gameplay n'aide pas forcément. Non, c'est vrai. Mais alors Resident Evil, c'est quoi à la base? Parce que c'est peut-être un petit peu ça aussi. Il faut que je retrace un petit peu l'historique du jeu, puisque Resident Evil, à la base, c'est une compagnie de méchants qui s'appelle Parapluie, une belle société. Parapluie, déjà tu sais que ça va chier quoi. Voilà, c'est du sérieux, les mecs s'appellent donc Umbrella, Parapluie en anglais, et ils sont fous, ils font des expériences de malades dans des vieux manoirs, à gauche, à droite, dans les sous-sols. C'est ça, ouais, ils testent des nouveaux parapluies, isolants, thermo, machin, tout ce que tu veux. Bon, ils font des expériences, ils testent des trucs, et puis bon, ça donne envie, ça fait rêver. Il y a une part de rêve dans le parapluie. Il y a 2-3 boulets dans le bazar, tiens, youps, on fait tomber une fiole pleine de virus par terre, youps, on contamine tout le monde, ou comme dans le 2, la base, c'est ça, quoi. Des gens qui ont un parapluie, qui balancent une fiole à terre. C'est ça, voilà. Tout le monde devient méchant. Tout le monde devient méchant, tout le monde devient zombie, les zombies que vous connaissez d'ailleurs. Globalement, comme dans tous les jeux, il faut survivre pour s'en sortir. Voilà, exactement. Et donc ici, on va parler, donc, dans le 6, on a donc, comme je disais, des binômes. Ces binômes vont fonctionner, comment est-ce que je pourrais dire, il y a donc un personnage de Resident Evil 1 et les autres viennent de Resident Evil 2. Donc on a... Les fans de l'époque vont s'y retrouver un petit peu. C'est ça, comme je disais, fan service, complètement. Les mecs qui viennent, donc il y a... Ils ont plus d'idées, ils reprennent les vieux pour essayer, quoi. C'est ça, voilà. Donc tu as un Léon qui est devenu agent fédéral, avec sa compagne Elena. On a Chris Redfield avec son petit bleu-zaï Pierce.
On a aussi Jake et Sherry. Sherry de Resident Evil 2, c'était la petite gamine qui a grandi entre-temps. Moi, c'est plutôt Sherry, j'ai rétréci les gosses, moi, c'est ceux que je connais. Mais... Et puis on a enfin Ada, accompagnée de Hunk, son ami imaginaire. Si la régie veut bien nous passer la séquence vidéo. Ami imaginaire, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'apparaît absolument pas dans les artworks sur le net. Il n'est absolument pas capable de déclencher les triggers pour passer aux zones suivantes, comme on peut le voir ici. Il n'apparaît pas, genre on l'a rajouté, quoi. C'est un ami imaginaire qui a été rajouté. Ici, on va voir aussi dans les séquences qui vont suivre. Et donc le jeu a été prévu. Il disparaît et il réapparaît. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Effectivement, à la base, la campagne de Ada est débloquable à la fin quand tu as fini les 3 autres campagnes, mais elle était solo uniquement. Les joueurs ont gueulé, ils ont fait qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on veut jouer à 2 parce que tout le jeu repose sur le multi. D'accord. Et donc, ils ont rajouté. Ces enfoirés de communistes de développeurs ont rajouté à l'arrache notre ami Hunk, donc l'espèce de soldat tout caoutchouc. D'accord. Voilà quoi, en gros, on s'est retrouvé avec un truc vachement mal codé où il apparaît, il disparaît comme ça au gré du vent. D'accord, ouais, donc c'est pas terrible quoi. Voilà. Pas fameux. Ouais, mais c'est les joueurs qui l'ont voulu. C'est les joueurs qui l'ont voulu. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Exactement. Si tu veux quelque chose, il vient, il est pourri, tant pis, tu l'as eu, c'est comme ça. Capcom a voulu bien faire sur leur temps libre, et voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est jamais top, non. Et donc sinon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Le rendu graphique est pas terrible, il faut quand même savoir que Mass Effect 3 est sorti la même année, donc c'est quand même, ça fait mal. Ça fait mal aux yeux. Ça fait un petit peu mal quand même. D'accord, ouais. Voilà, les séquences vidéo, c'est carrément abusé, puisque en fait, on se retrouve avec les mêmes séquences pour les différentes campagnes, parce que les personnages se croisent pendant l'histoire. C'est globalement du stron. Donc on s'est pas trop fait chier chez Capcom, on s'est dit on va faire un truc qui ramène des sous à base de fanservice. Pourquoi ils ont essayé de faire ça alors qu'ils pourraient faire un Street Fighter par exemple? Ils l'ont fait d'ailleurs. Ils l'ont fait, ils l'ont trop fait en fait. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'étirer un peu toute leur licence. C'est peut-être un petit peu comme l'histoire de tous ceux qui partent, à mon avis. Il y a peut-être une section Resident Evil où il ne reste plus que les mauvais. Ils sont plus que deux, sont partis et on sait pas. Ils sont plus que 2 à mon avis. Voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment pas terrible. Et puis on retient aussi la vidéo, surtout la vidéo de Chris qui en fait est complètement abusée parce que la vidéo d'intro et la vidéo de fin de la campagne, c'est exactement la même. Voilà. Restriction de budget, à un moment, on est tous passés par là. C'est un peu dégueulasse quand même, quoi. Mais non, voilà. Pas terrible, quoi. Non, vraiment pas terrible. Tu ne le conseilles pas. Je ne le conseille absolument pas. Absolument pas. Il est dégueulasse. C'est un blockbuster sauce Michael Bay. Des explosions, des flammes, mais absolument rien dans le script. Les gens sont très cons. Les personnages sont débiles, notamment Léon qui à la fin dit un bon « Ah, les femmes d'un air hollywoodien ». Il a raison. Sa compagne qui est quand même en train de se recueillir sur la tombe de sa sœur. C'est peut-être le seul truc de bon dans le jeu avec le multi. Le multi en LAN, ouais. C'est peut-être le seul truc, oui. En fait. Une belle grosse brêle, quoi. Oui, absolument. C'est pourri. Voilà. T'es là pour ça en même temps et je t'en remercie. Avec grand plaisir, merci. De rien, hein, avec plaisir. Et on va partir tout de suite sur la dernière séquence. C'est le cinéma, les news du cinéma. On est parti avec tu braques ou tu raques, tu raques ou tu braques. Un peu comme vous voulez. C'est parti. Bon bah voilà, je pense que vous savez qu'on va pas vous parler de la grande vadrouille. Enfin, c'est un peu ça, c'est un peu la grande vadrouille, mais de l'espace. Les gardiens de la galaxie 2, c'est le petit Robin. Oui, et avant de parler du volume 2, on va parler du volume 1 en termes de chiffres. Direct, le mec commence avec les chiffres. Le pognon, tu vois, le mec vénal. Directement. D'accord, le pognon. Alors, la première semaine... Ça a bien marché, le premier. Le premier, ça a bien marché. Ils avaient fait 935 000 entrées la première semaine. Alors, le film leur avait coûté 170 millions de dollars. Il leur a rapporté 773 millions de dollars, un peu plus. Ça va. Rentabilité de 455%, ça fait du bien quand même. Et le deuxième? Et le deuxième, beaucoup plus. 1 400 000. Boum. Dès la première semaine. Donc ça marche. Ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien. Chez nous aussi? Là, les chiffres que j'ai, c'est pas encore de la peu trop récent, ouais. D'accord. Donc je ne les ai pas. Mais ça va marcher, ça va cartonner. Mais ça va marcher. D'accord. Tu l'as vu? Absolument. Ah, voilà. Moi, je l'ai pas encore vu, donc. Non. Mais tu prêches un converti. Moi, si tu vas essayer de me dire, il est peut-être pas bien, il est bien. Ah, il est très bien. Il est très bien. Tu l'as Bon. vu, Aurore? Ouais, il est génial. Moi, j'ai adoré. Bon, voilà. Donc, tu vas pas essayer comme le Salty Boy qu'on a eu avant de cracher dessus? Pas du tout. Alors, un petit peu quand même. Donc, quoi, scénario, on s'attend pas à grand chose en même temps. Hein. On sait pourquoi on y va. On sait pourquoi on y va. Mais voilà, alors l'histoire, c'est quoi? C'est pas grand-chose, on sait juste qu'on va en apprendre plus sur les origines de Peter Quill. D'accord, ouais. Et c'est tout. Et je peux pas en dire plus, sinon je risque de spoiler tout le film. Tout. Ah bah la vache, on va remater la bande-annonce, mais à l'envers. comme ça, on est clair. En gros, le film n'a pas de scénario, mais vraiment pas du tout. Quoi. Il casse pas 3 pattes à un canard, on sait qu'on va là-bas pour voir de la baston. On a de la baston. On a de la baston comme il en faut. On paye et on a ce qu'on veut, quoi. Voilà. Alors, par contre, comme on n'a pas d'histoire, on a quelque chose en plus. On apprend beaucoup plus sur les personnages. Bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, on est vachement spoilé dans le film. Il y aura un 3e volet. Ouais, j'imagine comme tous les... C'est plutôt cool. Et ils sont restés sur les mêmes bases que le premier. Donc on a des grosses cutscenes à la fin. Il faut rester jusqu'au bout. C'est encore ce genre de film où il faut rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Garder des chips pour la fin, c'est important.
qui était vachement bien dans le premier, c'était les dialogues, les discussions complètement stupides, cyniques et plein de deuxième degré. C'était les musiques. Les musiques étaient très bien. Excellentes. Ici, bien. Ouais, terrible. Ils sont passés sur du rock des années 70-80. Ah bien, David Bowie. Avant, on avait oui. Ah, il y a du David Bowie. Bah ils étaient obligés en même temps. Hommage à David. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est un truc qu'il n'y avait absolument pas dans le premier, ou un peu moins, sont tous les gros plans sur les paysages des planètes. Ah, c'est beau. Moi ça m'a marqué, c'est super beau. On est plus dans le contemplatif niveau paysage. Et plein de nouveaux univers aussi, très spéciaux, très particuliers par rapport à des atmosphères, je trouve. On explore un peu plus. Quoi. Ouais. Bien. Bah, de toute façon, moi je vais aller le voir. Hein. Après, je suis un converti. Mais... En 3D ou pas en 3D? Pas en 3D, t'as vu le prix d'une place 3D? Moi je suis allé le voir en 3D. T'as été le voir en 3D? Ouais, je voulais me faire mon petit avis. Alors moi j'aime absolument pas la 3D, je porte pas de lunettes donc. T'as pas fétiché, non? T'es pas sorti en vomissant? Non, rien. Du tout. Bien. Donc, ça vaut la peine, c'est bien? C'est pour ça que je suis allé le voir, ça n'apporte rien au film. Rien du tout. Il n'y a pas de gros trucs qui t'explosent à la face. T'es pas cramponné à ton... Ils ont fait juste de la 3D pour plaire aux masochistes, c'est tout quoi. La 3D plaît aux masochistes, vous le savez, on Ils l'ont fait parce qu'ils tout le monde le sait. Voilà. Ils l'auront donné. Donc voilà, c'est jamais que 7 € de plus pour le même film. Faites-vous plaisir, quoi, mangez-en. Ben voilà, je pense que je peux te dire merci et merci à tout le monde pour... et juste tu avais quelque chose à dire? J'ai un petit truc à dire. Ça va mal commencer. Parce que si vous voulez prolonger l'expérience Game avec Galaxy, il y a Geeky Sextoy France, un truc comme ça, qui sort. Donc toute une gamme de sextoys magnifiques. Oui. Sextoys. On va parler de ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est là pour ça aussi, hein, je veux dire. Et là pour tous les goûts, donc féminin, masculin, toutes les couleurs aussi. Toutes les couleurs, toutes les tailles, tout ce que tu veux. J'avais envie de t'envoyer Groot, tu peux. Enfin, je veux dire, ou Gamora, ou sa sœur, Baby Groot, éventuellement Rocket. Tout est possible. D'accord, ok. Tout est possible. Ça me paraissait important que tu me coupes, en effet. Je suis content que tu l'aies fait. Vraiment, je te remercie. Je sais que je vais pouvoir regarder ça en rentrant d'ailleurs. Ça va être bien. Merci beaucoup, mes petits amis. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Salut.